Donc justement, je vais vous présenter les actualités à travers une vignette clinique qui illustre l'importance d'être à jour par rapport aux nouveautés. Donc une collègue qui n'est pas pneumologue qui nous a consulté qui nous a contacté parce qu'elle était inquiète à propos de son fils qui était étudiant en première année de médecine, âgé de 20 ans, non tabagique, sans antécédents et qui a présenté, alors qu'il était en stage d'été de 1 mois à l'étranger, un pneumothorax spontané. Elle était inquiète parce qu'elle ne savait pas pourquoi il a fait un pneumothorax puisqu'il n'avait aucun facteur de risque. Et elle était inquiète parce que son médecin, aux urgences, il a posé le diagnostic sur l'échographie thoracique. Donc, pour répondre à ces questions par rapport aux facteurs de risque, justement, les facteurs de risque sont actuellement bien connus par rapport au pneumothorax, le tabagisme, la consommation de cannabis, le BMI qui est bas, les pathologies respiratoires chroniques, mais il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent être incriminés, dont principalement les facteurs environnementaux, qui, pendant longtemps, on n'a pas trouvé de preuves de relation directe par rapport à la survenue d'un pneumothorax. Et j'ai trouvé dans la littérature 3 travaux qui sont sortis récemment. Ce sont des travaux qui émanent d'une étude K3E qui a été développée dans 14 centres en France et qui a permis de démontrer une relation significative entre la survenue d'un pneumothorax spontané avec l'augmentation rapide de la pression atmosphérique. Par contre, la relation avec la pollution atmosphérique n'a pas été démontrée. Par rapport à sa question concernant l'échographie thoracique, donc certes, il a longtemps été considéré que la présence de l'air est un frein aux ultrasons. Pourtant, l'échographie thoracique est un outil facile qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, rapide, se fie du malade. Et on s'est rendu compte en analysant les artefacts liés à l'air qu'ils étaient très rentables en matière de diagnostic de pneumothorax. En effet, quand on ne retrouve pas, quand on retrouve les aspects d'un sujet normal, habituellement retrouvé au cours d'un pneumothorax, au cours d'un sujet normal, cela permettait d'éliminer le diagnostic de pneumothorax, notamment le signe de glissement pleural, c'est-à-dire le fait que la plèvre va glisser pendant la respiration. Les lignes B, ce sont les lignes qui sont verticales, qui se propagent sans épuisement jusqu'à la profondeur. La présence en mode TM d'un aspect dit de bord de mer, parce qu'on va voir la paroi thoracique sous forme de lignes linéaires horizontales, alors que le poumon va apparaître comme du sable. Donc, quand on trouve ces signes, ça permet d'éliminer avec certitude le diagnostic d'un pneumothorax. Chez les patients qui présentent un pneumothorax, lorsque ces signes ne sont pas retrouvés, on va rechercher des signes qui vont permettre de retenir le diagnostic de pneumothorax, notamment. Donc, on va trouver le signe de code barre, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre la profondeur du thorax et la paroi thoracique ou l'espace intercostal. Et quand on est encore plus chanceux, quand on va mettre notre sang entre la zone de jonction poumon à la paroi et pneumothorax, on va trouver le point poumon et qui est pathognomonique du pneumothorax. Et donc, le diagnostic actuellement sur les données de la littérature, l'échographie thoracique est très rentable en termes de diagnostic avec une sensibilité de 97% des cas et une spécificité de 100% des cas. Et actuellement, il est admis que l'échographie thoracique elle est supérieure en matière de diagnostic de radiographie du thorax, notamment pour la confirmation, mais surtout pour éliminer un pneumothorax. Et puis, c'est un excellent outil en cas de pneumothorax radio-occulte et également pour surveiller un patient qui présente un décollement persistant lorsqu'il est drainé. Donc, le diagnostic, on a rassuré notre collègue pour lui dire effectivement le diagnostic peut se baser sur une échographie thoracique. Donc, elle a été quand même également inquiète quant au volet de prise en charge thérapeutique. Parce que son fils qui était symptomatique, qui avait un pneumothorax qui était considéré quand même large, n'avait pas eu d'intervention pleurale. Seul un retour à domicile et un contrôle dans 2 semaines étaient préconisés. Donc pour la rassurer, donc elle a également fait une petite revue de la littérature. Elle a vu les 2 recommandations essentiellement très bien connues de la CCP de 2001 et de la BTS de 2010, où son fils, si on se base sur les recommandations de la BTS, de la CCP, qui se base essentiellement sur les symptômes, sur la taille du pneumothorax, dans ce cas, son fils aurait dû avoir au moins un drainage. Si encore on se base sur les recommandations de la BTS qui sont plus récentes et qui sont, pardon, j'ai du mal avec
qui sont plus récentes et qui sont plutôt beaucoup moins invasives dans les symptômes sont à la base de la prise en charge, donc son fils devrait avoir au moins une exsufflation. Et donc, elle ne comprend pas pourquoi le médecin n'a pas proposé un traitement d'évacuation de l'épanchement pleural gazeux. Donc, on l'a justement rassuré pour lui dire, les recommandations sont très anciennes, qu'il y a actuellement beaucoup de nouveautés dans la prise en charge du pneumothorax, il y a beaucoup de papiers qui sortent, et que certainement son médecin était à jour par rapport aux nouveautés, et donc il a probablement proposé un traitement adéquat. Et on va voir pourquoi. Donc, pourquoi il y a eu beaucoup de travaux? En fait, le but était de proposer le traitement idéal pour les patients qui présentent un pneumothorax spontané. Le traitement idéal, ça veut dire un traitement qui évite une intervention pleurale, un traitement qui évite une hospitalisation et un traitement qui évite au maximum les effets secondaires. Donc, il fallait répondre dans la littérature à plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'une exsufflation pour les pneumothorax spontanés large ou symptomatique faisait autant qu'un traitement interventionnel? La deuxième question, est-ce qu'un traitement ambulatoire en cas de nécessité de proposer un drainage de l'épanchement gazeux était possible? Et la troisième question, est-ce qu'une approche conservatrice, c'est-à-dire pas de traitement, juste une surveillance, pouvait être proposée chez un patient qui présente un pneumothorax? Donc, pour répondre à la première question, effectivement, il y a eu beaucoup de papiers qui sont sortis. Actuellement, il y a une méta-analyse publiée en 2017 qui a démontré justement que l'exsufflation faisait bien et faisait au moins aussi bien qu'un drainage thoracique parce que le risque d'échec précoce était comparable, parce que le risque de récidive à un an était similaire et surtout, la durée d'hospitalisation était plus courte avec beaucoup moins de complications. Ceci a été également démontré pour le pneumothorax spontané secondaire dans une analyse de sous-groupe d'un essai clinique randomisé multicentrique fait en Norvège. Donc, il a été démontré que également ce bénéfice a été démontré pour l'exsufflation avec un succès immédiat pour tous les pneumothorax spontanés de 69% avec une différence significative, mais également dans le sous-groupe de pneumothorax spontané secondaire, il y avait toujours un succès immédiat noté dans 59% des cas, avec une durée d'hospitalisation significativement plus courte et avec l'absence de complications dans le bras exsufflation. Donc, pour la deuxième question, est-ce qu'on peut proposer un traitement ambulatoire lorsque une évacuation de l'air a été proposée? Donc, plusieurs nouveautés, donc, notamment initialement on a proposé la valve de Heinrich, reliée au pleurocat toujours de faible calibre, mais par la suite des dispositifs ont été élaborés, notamment le pneumostat, et encore plus récemment, il y a 2 ou 3 ans, le Pleurol 20, qui est un dispositif qui offre à la fois la seringue et le cathéter avec lequel on va évacuer le pneumothorax, la valve anti-reflux, le système d'aspiration et même le pansement adhésif pour coller le dispositif à la peau. Donc, est-ce que ce traitement peut être proposé? Donc justement, une étude très intéressante publiée dans le Lancet et dont le but était de vérifier la place du traitement ambulatoire chez les pneumothorax primaires symptomatiques. Donc, on a inclus des patients et on a fait 2 groupes. Un groupe qui recevait un traitement standard par aspiration ou un drainage et l'autre groupe recevait un traitement à base de Pleural-20 et qui était pris en charge en ambulatoire. Donc, les résultats étaient favorables. Ils ont montré une durée d'hospitalisation qui est significativement plus courte, un recours à une autre procédure qui est moins fréquente dans le bras ambulatoire, un recours à la chirurgie qui est moins fréquent également dans le bras traitement ambulatoire, un pourcentage de récidive à 12 mois qui était similaire, avec des effets secondaires, toutefois qui étaient un peu plus fréquents, mais sans que ce soit un impact sur la mortalité ou sur l'évolution ultérieure. Donc, pour le pneumothorax spontané secondaire également, on a eu une étude randomisée contrôlée dont le but était justement de vérifier dans ce cas si on pouvait proposer un traitement ambulatoire chez les patients avec un pneumothorax secondaire. Vous savez, le pneumothorax secondaire, normalement, c'est beaucoup de fuites et donc on a besoin généralement d'une hospitalisation avec un traitement et des drainages. Même il y a certains auteurs qui recommandent des drains qui sont un peu plus larges. Donc en fait, dans cette étude, on n'a pas montré vraiment un apport significatif par rapport à la durée d'hospitalisation qui était similaire, 6 jours dans les 2 bras. Il y avait un taux élevé d'échec précoce du traitement pour lequel
les patients ont eu un pleural 20 avec quand même une différence importante, sans que ce soit significatif. La durée d'hospitalisation, par contre, elle était plus courte chez les patients qui avaient reçu un pneumostat avec un drain de 12 franges. Et donc, dans ce sous-groupe, il y avait un bénéfice du traitement ambulatoire et les auteurs, ils ont conclu que pour les patients qui présentent un pneumothorax spontané secondaire, si on veut proposer un traitement ambulatoire, dans ce cas, on proposera plutôt un drainage par un pleurocat d'un calibre un peu plus supérieur que les franges proposées par le pleural 20, 12 franges avec un dispositif de valve anti-reflux associé. Donc, pour la troisième question, est-ce qu'on peut carrément proposer un traitement conservateur, c'est-à-dire pas d'évacuation de l'air et juste une surveillance des patients? Donc, l'étude phare, je pense, qui a bouleversé la prise en charge du pneumothorax, c'est cette étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2020. C'est un essai clinique randomisé contrôlé en vert pour les pneumothorax spontanés primaires qui sont cette fois-ci modérés à légers, qui normalement, selon la BTS, devraient avoir un drainage, une exfiltration, et donc dans ce cas, on a comparé deux groupes, un groupe surveillance versus un groupe intervention, c'est-à-dire des patients ont eu un cathéter de Seldinger pendant 4 heures. Si le poumon il est revenu à la paroi, le cathéter il est enlevé, le patient retourne à domicile. Si il y a un échec, le patient est hospitalisé, il est mis en siphonnage. Donc ce travail, il a montré qu'une réintervention dans le groupe 1 n'était nécessaire que dans 15% des cas. Donc le traitement conservateur, il a permis d'éviter une intervention dans 85% des cas. La réexpansion au bout de 8 semaines était obtenue de façon similaire, du moins de façon non inférieure, dans le groupe traitement conservateur par rapport au traitement interventionnel. Et on avait noté moins de jours d'hospitalisation, moins de recours à la chirurgie, moins de risque de récidive à 12 mois, avec un risque plus faible d'événements indésirables. Et donc, le rôle d'un traitement conservateur par une surveillance seule a été démontré, même chez le pneumothorax spontané primitif, modéré et large. Donc, par contre, pour le pneumothorax spontané secondaire, le traitement conservateur n'a pas fait l'objet d'essais cliniques. Je vous montre juste une cohorte qui va dans le même sens d'une efficacité de ce traitement qui peut être proposé. Donc, à la suite de ces études, de nouvelles recommandations ont vu le jour en 2022, donc qui sont mises en ligne en juin 2022 par la BTS. Donc, qu'est-ce que disent ces recommandations? Donc, deux nouvelles façons de prendre en charge le pneumothorax. D'abord, on ne fait plus une dichotomie pneumothorax partiel, pneumothorax primitif primaire et pneumothorax secondaire. On prend en charge les deux de la même façon. Mais un nouveau concept qui est très important, c'est d'évaluer le risque par rapport au pneumothorax. Donc, si on a des facteurs de risque, c'est-à-dire un patient qui a une instabilité hémodynamique, un patient qui est hypoxique, un patient qui a un pneumothorax bilatéral, un patient qui a une pathologie sous-jacente, ou un patient âgé au-delà de 50 ans et qui est tabagique, dans ce cas, on doit proposer un traitement interventionnel et donc on va proposer pour le patient un traitement d'évacuation de l'épanchement pleural. Par contre, dans les autres cas, on ne va pas traiter le malade ni sur les symptômes, ni sur la largeur du pneumothorax. Dans les autres cas, un nouveau concept qui a vu le jour et que je trouve très intéressant, c'est le fait de prendre en charge le patient en prenant en considération le choix du patient en fait. Donc, chaque fois qu'on a un pneumothorax qui n'est pas symptomatique, qui n'a pas de facteur de risque de gravité, dans ce cas, un traitement conservateur sera proposé, donc seule une surveillance. Lorsque le patient est symptomatique avec, selon les désirs des patients, on a 3 propositions possibles. Soit le patient n'a pas envie d'avoir un geste, pour n'importe quelle raison, soit parce qu'il a peur du geste, parce qu'il n'a pas envie d'avoir une cicatrice. Quelle que soit la raison, donc on peut justement proposer pour lui juste une surveillance. Et dans ce cas, la surveillance se fera lorsque le patient présente un pneumothorax spontané primaire, une surveillance, un retour au domicile avec un contrôle dans 2 à 4 semaines, 2 à 4 jours, pardon. Lorsque le pneumothorax il est secondaire, dans ce cas, une surveillance en hospitalisation. Chez les patients qui, au contraire, n'ont pas peur d'avoir une intervention, ils veulent une amélioration des symptômes, mais ils ne veulent pas avoir une hospitalisation. Dans ce cas, on peut leur proposer les devices du traitement ambulatoire. Dans ce cas, la surveillance sera plus rapprochée, il sera vu à 2-3 jours. Si le moment il est revenu à la paroi, on va dans ce cas enlever le dispositif et on va le surveiller au bout de 2 à 4 semaines.
Si par contre le patient n'a pas de problème par rapport à l'hospitalisation ou par rapport à un geste, mais il veut une amélioration rapide de ses symptômes. Dans ce cas, on peut proposer une ponction pleurale, jamais de drainage en première intention, donc une ponction pleurale. Si le poumon est revenu à la paroi, il sera mis sortant avec une surveillance au bout de 2 à 4 semaines. Si par contre on a un échec, dans ce cas, on va proposer un drainage thoracique, toujours avec un drain de petit calibre inférieur à 14 franges, avec une surveillance régulière, et dès que le poumon il revient à la paroi, dans ce cas, le drain sera enlevé et le patient sera mis sortant. Donc la nouvelle prise en charge du pneumothorax, le fils de notre collègue a eu justement une démarche, bien qu'à l'époque il n'y avait pas encore les recommandations de la BTS, avait une démarche tout à fait logique qui est concordante et qui va dans le sens des nouvelles données de la littérature. Il a eu la chance d'avoir un centre qui se référait justement aux actualités. Et donc les nouvelles recommandations de la BTS offrent une autre approche, c'est une approche conservatrice, personnalisée, basée sur le choix du patient et n'est pas basée ni sur les symptômes, ni sur la présence d'une taille importante du pneumothorax. Donc, je ne vais pas détailler toutes les recommandations de la BTS à cause d'une contrainte de temps. Donc, globalement, il n'y a pas d'autres nouveautés par rapport aux traitements proposés, par rapport à la chirurgie, par rapport aux autres modalités thérapeutiques. Par contre, je vous montre deux nouveautés parce que je juge que c'est important. Notamment, il donne un chapitre pour le bullage, la persistance du bullage. Donc, outre les autres outils classiques, quand c'est continuer le drainage, mettre en aspiration, proposer une chlorothèse, dans le cas où on ne peut pas proposer un traitement chirurgical pour le patient, soit parce qu'il est contre-indiqué, soit parce que le patient refuse le traitement chirurgical, quelques options thérapeutiques qui sont en cours d'élaboration, dont l'efficacité n'est pas démontrée pour le moment, notamment l'instillation intrapleurale de sang autologue. C'est une instillation de 50 à 100 ml, c'est à peu près l'équivalent de 1 à 2 ml par kilo et par jour en intrapleural. Il y a juste 2 essais cliniques avec un faible effectif, certes, mais qui ont le mérite de montrer une réduction significative de la durée de résolution du pneumothorax, avec pas plus de risques infectieux. Et par contre, dans ces deux cas, dans ces deux publications, il y avait une nécessité de plusieurs instillations dans plus de la moitié des cas. Mais on a certainement besoin d'autres travaux pour mieux élucider le rôle de ce nouveau traitement dans la prise en charge du pneumothorax lorsqu'il existe un bullage persistant. La deuxième alternative thérapeutique, une nouveauté thérapeutique, c'est les valves endobronchiques bloquantes. Donc, j'ai retrouvé un essai clinique dans la littérature qui a vérifié la mise en place en endobronchique lorsqu'il y a une fuite importante de SPIGO. Ce sont des valves siliconées bloquantes qui vont bloquer le territoire en cause. Et également, ils ont proposé même une installation de son autologue en endobronchique. Donc, ceci a été effectué 7 jours après la persistance du bullage versus un drainage prolongé seul. Et une efficacité a été démontrée dans 80 à 85% des cas, mais ça reste des séries avec beaucoup de limites à interpréter en prudence. Donc, notre collègue nous a contactés par la suite pour nous rapporter l'évolution de son fils. Il a effectivement eu un repos, un contrôle à 2 semaines qui a montré un retour du poumon à la paroi. Il est rentré par avion en Tunisie selon les nouvelles recommandations de la BTS sur les conditions de voyage aérien chez des patients présentant une pathologie respiratoire chronique qui sont parus en 2022 et qui préconisent chez un patient qui présente un pneumothorax de pouvoir voyager 7 jours après la résolution de l'épisode. Donc en conclusion, je vais dire que ce qui est très important, c'est qu'il ne faut jamais prendre en charge un patient en se basant uniquement sur les recommandations. Il faut être toujours au courant des nouveautés. Ce qui est à proscrire en matière de pneumothorax spontané, c'est de ne plus avoir une attitude invasive chaque fois qu'on a un pneumothorax large et ou symptomatique. On peut proposer d'autres alternatives thérapeutiques. Que le drainage en première intention pour les pneumothorax spontanés n'a pas à avoir lieu. Qu'il ne faut plus jamais drainer les patients avec un drain de gros calibre. Malheureusement, c'est ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne par faute de moyens et non pas par faute de conviction. Et puis, il ne faut plus mettre des drains en aspiration parce que l'efficacité n'a pas été prouvée quant à l'aspiration versus mise en siphonnage seul.
Donc, ce qu'il faut faire, donc il faut bien sûr, pour le moment, on a les recommandations de la BTS qui sont récentes, mais il faut toujours rester vigilant sur les nouvelles données qui vont apparaître ultérieurement. Que pour le moment, une approche conservatrice peut être proposée pour la plupart des patients. Un traitement personnalisé basé sur les préférences du patient doit être la principale chose à prendre en considération quand on démarre un traitement. Et puis, une prise en charge ambulatoire est une option raisonnable en dehors, bien sûr, des pneumothorax à haut risque. Et je vous remercie pour votre attention. Bravo Noël pour cette présentation. Et merci d'avoir respecté le temps. Je vais essayer au maximum. On donne la parole à la salle pour une ou deux questions avant la pause café. Je pense que dans notre contexte, c'est vrai, moi-même j'ai contacté plusieurs fois notre pharmacien pour avoir les petits drains. C'est des drains qui sont adaptés pour les adultes. C'est des drains d'Alger et j'ai oublié le nom en anglais. Donc, justement, c'est les pigtails, voilà, cathéter. C'est des drains adaptés pour l'adulte. Mais ils sont beaucoup plus chers. Quand j'ai demandé à notre pharmacienne pour les ramener, elle m'a dit, écoute, le drain normal, il me coûte à peu près 13 dinars. Le drain sophistiqué, il va me coûter à peu près 10 fois un drain normal. Donc, elle a été catégorique pour ne pas les ramener. Ça, d'une part. Par contre, je pense qu'on peut faire quelque chose. Déjà, on peut commencer par ne plus, juste 2 secondes. Enfin, on peut commencer, c'est très important pour les jeunes, d'abord ne plus mettre en aspiration, c'est très important. Essayez de mettre les drains les plus faibles calibre, on ne va pas aller sur un 24 ou un 28, on peut aller sur 14, 16, 18. Et puis, pour le traitement ambulatoire, je pense que l'exsufflation est tout à fait faisable, moyennant un valve de Heinrich, au moins ça. Après, on va aller vers les nouveautés, ce sera peut-être pour certains patients qui peuvent se permettre d'acheter le dispositif. Voilà, merci, merci pour votre indulgence. Une dernière question, Dr Mal. Oui, juste un petit commentaire, là, parce qu'il y a eu des recommandations françaises sur le pneumothorax, la prise en charge du pneumothorax qui ont été présentées au dernier CPLF. Et donc, bien sûr, l'article des Australiens a été prôné comme étant une attitude recommandée, mais avec un circuit déjà préparé à l'avance. C'est-à-dire que c'est des structures qui se sont déjà organisées pour suivre le malade après. C'est-à-dire que ce n'est pas juste... je vais vous revoir dans 3 jours, et puis rien n'est organisé pour ça. C'est quelque chose qui doit être réfléchi à l'avance. Voilà, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, pour la non-infériorité, ils ont bien discuté dans l'article qu'ils étaient à la limite de la non-infériorité par rapport justement à ces patients qui sont exclus. Et d'ailleurs, la BTS, dans la recommandation, je n'ai pas mis les niveaux de preuve, donc ils recommandent ça avec un niveau de preuve qui est, disons, bas. Voilà. Dernière question. Donc, je partage avec vous ma petite expérience. J'ai commencé à exsuffler il y a 5 ans et j'ai même eu des résultats pour le pneumothorax complet. Des résultats positifs. Donc, chaque fois que j'ai un pneumothorax, je commence par une exsufflation. Si ça marche, tant mieux. Sinon, je mets le drain. On n'a pas les drains